Bonjour à tous, bienvenue dans Tout un monde, votre rendez-vous hebdomadaire avec les acteurs de l'actualité. Une émission spéciale cette semaine consacrée à la 70e session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies qui se tient, comme chaque année, en septembre à New York. L'occasion de faire le point sur les défis auxquels la planète doit faire face. Mais avant cela, voici quelques données sur l'ONU. L'Assemblée générale des Nations unies a adopté quelques jours avant l'ouverture de sa session extraordinaire une résolution autorisant les États non membres observateurs, dont l'État de Palestine et le Saint-Siège, à hisser leur drapeau dans l'enceinte des Nations unies. 119 pays ont voté pour, 8 contre, parmi eux l'Australie, le Canada, les États-Unis et Israël. La 69e session a été close par le succès avec lequel les travaux ont été menés pour définir les objectifs de développement durable pour les 15 années à venir. Les 8 objectifs pour le millénaire adoptés par l'Assemblée générale de l'ONU en septembre 2000 ont porté leurs fruits dans de nombreux domaines. Le nombre de personnes vivant dans l'extrême pauvreté a ainsi baissé de 50% en 15 ans dans le monde, mais l'Afrique reste très en retard et les inégalités sociales ont progressé sur ce continent. Au-delà des questions de pauvreté climatique, Ban Ki-moon a mis l'accent dans son discours d'ouverture sur le sommet contre la drogue prévu en avril 2016 à l'ONU et sur le sommet mondial de l'humanitaire programmé pour le mois de mai de l'année prochaine à Istanbul. Et on va tout de suite rejoindre à New York notre correspondante Danielle Ziri. Danielle, bonjour. Bonjour Julien. Est-ce qu'on doit s'attendre à des décisions importantes lors de cette Assemblée générale? On doit s'attendre à beaucoup de décisions très importantes. Il faut dire que cette Assemblée générale, cette 70e Assemblée générale, a beaucoup de choses, de missions à compléter cette année. Donc, comme je le disais, cette crise des migrants qui fait rage en Europe, il va falloir prendre des décisions sur les quotas, sur qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces migrants syriens. Et puis, il y a toujours ce conflit en Syrie depuis des années maintenant qui ravage le Moyen-Orient et il va falloir aussi prendre des décisions là-dessus. Et bien sûr, il y a le conflit israélo-palestinien qui, lui, ne cesse de faire les grands titres. Et donc, les décisions à prendre cette année vont être très importantes. Il y a aussi le climat, la pauvreté dans le monde. Tout ça va être vraiment quelque chose qui va occuper l'Assemblée générale pendant de très longues semaines. Les Palestiniens ont obtenu de pouvoir hisser leur drapeau. Quelle est la signification de cette victoire politique pour eux ? Alors la signification, elle est très symbolique. Il faut dire que l'ONU n'a pas encore accepté la Palestine en tant qu'État membre de l'ONU. Donc vraiment, hisser le drapeau est une chose très symbolique, est une action très symbolique, mais elle a beaucoup de signification pour les Palestiniens qui voient cela comme une avancée vers peut-être être membre de cette Assemblée générale de l'ONU. Et donc c'est une avancée très importante pour eux, bien qu'elle reste symbolique. Il va y avoir d'ailleurs beaucoup de gens présents selon Mahmoud Abbas, le chef de l'autorité palestinienne. Il y aura beaucoup de dirigeants palestiniens et de Palestiniens présents le jour où ils vont hisser ce drapeau qui va se passer dans quelques jours à l'ONU, juste après le discours de Mahmoud Abbas. Donc symbolique, mais une grande fierté pour les Palestiniens en tout cas. Alors, l'Assemblée générale est aussi l'occasion de définir les priorités de l'ONU pour les prochaines années. Quelles vont être les grandes lignes de ces décisions ? Alors il y a beaucoup de plans qu'il va falloir adopter. L'un d'entre eux, et d'ailleurs le président Mogens Lykketoft, le président de l'Assemblée générale, en a déjà parlé lors de son discours d'ouverture. Eh bien, il y a ce programme pour 2030, ce programme de développement durable qui a été adopté il y a quelques jours par l'Assemblée. Et ce programme est un programme très très important pour l'Assemblée générale. D'ailleurs, il est le fruit d'un travail que l'Assemblée, la 9e Assemblée générale a préparé, la 70e l'a seulement adopté, approuvé ce plan, et il contient 17 points principaux, 17 en fait vous pourriez dire missions à compléter, 17 buts qu'il faut atteindre, et ces buts listent entre autres le climat bien sûr, combattre le changement climatique, pousser pour l'égalité des sexes dans le monde du travail et partout dans le monde et partout dans d'autres domaines, mais aussi, et un point très important d'ailleurs c'est le premier but sur cette liste, éradiquer la pauvreté dans le monde sous toutes ses formes, et tout cela est un projet très très ambitieux, et un projet très ambitieux qui a une date butoir très ambitieuse aussi, d'ici 15 ans, 2030. Merci beaucoup Danielle Ziri en direct de New York. Merci beaucoup Julien.
Et impossible de parler de l'ONU sans parler du Proche-Orient, notamment des relations compliquées qu'entretiennent les Israéliens avec l'Organisation des Nations Unies. Philippe Koskas, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat spécialiste du droit international. Alors justement, pourquoi est-ce que Israël et l'ONU entretiennent cette relation compliquée? Israël fait l'objet de beaucoup de condamnations de la part de l'Assemblée générale de l'ONU, alors que d'autres pays bien moins bienveillants envers le droit international et les droits de l'homme sont moins condamnés. Oui, d'abord l'ONU, il faut bien définir les choses. L'ONU n'est pas une instance juridique ni judiciaire, c'est une instance politique. Alors quand on dit politique, on voit exactement les systèmes de majorité automatique qu'il y a à l'ONU. Ça veut dire que le nombre d'accusations contre Israël est assez important. D'ailleurs, on peut le voir à une autre cour. Par exemple, la commission des droits de l'homme, dont l'Arabie saoudite a pris la semaine dernière la direction. Ce qui en dit long sur le côté politique de l'organisation. Absolument, mais j'ai dit c'est politique, oui, bien entendu. 75% des décisions sur les entraves aux droits de l'homme au monde sont contre Israël. Donc ça veut bien dire qu'automatiquement, il y a un bloc de pays qui fait front à Israël et qui a la majorité dans les instances onusiennes. Alors, en 1967, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une résolution à l'unanimité des membres, je cite la résolution, et demande à Israël de se retirer des territoires occupés à la suite de la guerre des 6 jours. C'était en 1967. Absolument, c'est la décision 242. Et d'ailleurs, il y avait la version anglaise était différente de la version française. Alors justement, comment Israël justifie aujourd'hui, en 2015, sa présence dans ces territoires d'un point de vue du droit? Alors, on n'a pas à la justifier. Premièrement, il y a une décision. On peut voir que d'ailleurs, si vous revoyez les accords d'Oslo, ce même article, la 242 et la 338, ont été, si vous voulez, à la base des accords d'Oslo. Donc on peut dire que d'abord, ces décisions de l'ONU, des fois, elles ne sont pas si caduques et si désuètes. Maintenant, toutes ces décisions de l'ONU n'ont pas de valeur juridique. La pire des choses qu'on devrait faire aujourd'hui, c'est d'écouter ces décisions. Imaginez-vous un retrait, par exemple, unilatéral des Israéliens sur les lignes de 67. Il risque de se passer ce qui s'est passé avec Gaza, c'est-à-dire des forces de Hamas qui puissent prendre le pouvoir. Donc en fait, ces décisions-là, il y a un droit de la guerre. Le droit de la guerre gère les rapports entre dominants et dominés. Là-dessus, les Israéliens le respectent tout à fait. Mais si vous voulez, les Israéliens ne voient pas ces décisions de l'ONU comme étant exécutoires immédiatement. Israël peut ignorer les décisions du Conseil de sécurité? Parce que concrètement, dans le cas présent, c'est ce qui se passe. Absolument, c'est ce qu'on est en train de faire tout le temps. À partir du moment où je vous ai dit que l'ONU est une instance qui est politique, qui a une majorité automatique contre Israël, s'il pouvait rayer Israël de la carte, il l'aurait peut-être fait. Donc en fait, on n'a pas le choix, on est obligé de faire fi. Le Conseil de sécurité, la résolution était adoptée à l'unanimité, dont la France, les États-Unis. Absolument. Mais ceci dit, je vous le dis, c'est pas resté une lettre morte. Et moi, je suis persuadé que si vous faites aujourd'hui un sondage auprès des Israéliens, je crois qu'il y en a pas mal. Je pense qu'il y aura même une majorité d'Israéliens qui sont pour cette décision. Le problème, c'est qu'elle n'est pas applicable aujourd'hui. Alors revenons à l'Assemblée générale de l'ONU. Jusqu'à présent, Israël a réussi à empêcher au Conseil de sécurité une reconnaissance de l'État de Palestine, justement grâce au droit de veto des États-Unis. En revanche, à l'Assemblée générale de l'ONU, chaque État a une voix et chaque voix est égale et il y a un bloc de pays anti-israéliens dont vous avez parlé tout à l'heure. Comment Israël peut empêcher la reconnaissance d'un État palestinien? Mais elle l'a empêché de toute façon, c'est pas la reconnaissance d'un État palestinien, c'est la reconnaissance de l'État palestinien comme membre de droit de l'ONU. Mais en fait, pour être membre de l'ONU, il faut, avant l'Assemblée générale, avoir l'accord du Conseil de sécurité. Chose que les Palestiniens n'ont pas réussi à obtenir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils sont un État non membres, j'allais dire comme le Vatican ou comme la Suisse, mais ils ne sont pas rentrés de jure par les principes de droit en tant que membres de plein pied. Donc si aujourd'hui ils ne sont qu'observateurs, c'est parce que le Conseil de sécurité ne leur a pas donné l'aval. Alors quelles sont les armes juridiques, diplomatiques à la disposition des Israéliens et des Palestiniens dans les instances de l'ONU? Parce qu'on entend régulièrement, par exemple, les Palestiniens menacer Israël de poursuite à la Cour pénale internationale. Mais ils ont plus que menacé, ils l'ont fait, je crois que ça a déjà été fait. À partir du moment où c'est un État non membre de l'ONU, en effet, les Palestiniens ont le droit de saisir, donc un droit de saisine de la Cour internationale de justice, la CPI. Elle l'a fait. Et un des problèmes sur lesquels je veux vous dire, c'est pas que les spécialistes internationaux
se répondre, est-ce que cette CPI ne va pas être, j'allais dire, instrumentée par les Palestiniens, un peu comme la Cour des droits de l'homme internationale? Moi, je ne crois pas. Je crois qu'en voyant en filigrane... Là, ce sont des juges. Là, ce sont des juges, absolument. Spécialistes du droit. C'est pas forcément de la politique maintenant, on en arrête. Alors évidemment, tout ça, ça appelle à l'intégrité des juges. Il y a des juges qui seront peut-être plus pro-israéliens, plus pro-palestiniens. Il faut bien voir une chose, et le monde le voit aujourd'hui. Le droit de la guerre tel qu'il a été édicté, avec les conventions de Genève ont été édictées il y a 65 ans. Ils ne sont pas prêts à voir les situations de terrorisme. Un État face à une entité terroriste, c'est absolument pas prévu. Et on va le voir, et on va le voir en Syrie, lorsque par exemple les Français prévoient de faire des frappes en Syrie, lorsque la population de Daesh sont sous couvert de civils, il sera extrêmement difficile de ne pas voir faire des atteintes collatérales. Alors, vous avez en partie répondu à cette question, mais on a dit que les Palestiniens sont membres simplement observateurs de l'ONU. Quel droit ça leur donne, au-delà du fait de pouvoir saisir la Cour de justice internationale? Ils sont membres de toutes les autres commissions de l'ONU, la commission des droits de l'homme, les commissions de l'UNESCO, les commissions... Enfin, ça leur donne en fait, ils n'ont pas le droit de vote en l'Assemblée générale, mais à part ça, ils ont énormément de pouvoir à l'intérieur de toutes les commissions onusiennes. Merci beaucoup, Philippe Koskas, d'avoir répondu à nos questions sur cette Assemblée générale de l'ONU. Merci. La crise des dizaines de milliers de migrants en Europe est sans aucun doute l'un des défis de l'ONU de l'année à venir. L'organisation américaine AGC a dépêché à Lesbos des équipes pour leur venir en aide. Nous sommes rejoints par un responsable de la délégation française, Vincent Zappia. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Julien, merci de me recevoir. Alors, est-ce que vous pouvez tout d'abord nous décrire la situation autour de vous ? Écoutez, pour l'instant, je suis dans un camp de réfugiés syriens et la situation est assez particulière. C'est une vraie crise humanitaire que j'ai devant moi. Je vois des hommes, des femmes, je vois des enfants, tous fatigués par leur long voyage. Il faut savoir que c'est que le début, parce que j'étais ce matin même où j'ai accueilli 3 bateaux remplis de personnes sur les bords de l'île de Lesbos. Et force est de constater que le combat continue. En effet, ils vont de suite récupérer des habits, des vêtements et vont essayer d'atteindre Athènes. Mais pour les plus chanceux, ils dormiront dans un camp ce soir. Mais pour beaucoup d'autres, ils dormiront à même le sol dans la rue. Je ne peux même pas dire combien il y en a parce qu'il en arrive environ 2500 à 3500 par jour. On parle beaucoup des réfugiés syriens, mais en réalité, la crise des réfugiés concerne bien d'autres pays. Écoutez, c'est vrai que la majorité est syrienne, mais il y a bien évidemment beaucoup d'Afghans, beaucoup d'Irakiens. J'ai pu même croiser quelques Somaliens et quelques Yéménites. Tout ça pour dire que c'est une vraie crise internationale qu'il y a ici. Et comment l'ONU et les autres organisations internationales gèrent la situation sur place ? Écoutez, pour l'instant, j'ai vu 3 camps. Le premier qui est géré par l'ONU, qui accueille des réfugiés syriens. Le deuxième géré également par l'ONU, mais avec le ministère de l'Intérieur grec, qui accueille des réfugiés non syriens. Et enfin, j'ai vu un troisième qui est géré par la municipalité, il semblerait, où c'est vraiment des premiers secours pour des personnes vraiment nécessiteuses. Mais vous avez vu de l'aide humanitaire arriver ? Écoutez, bien évidemment, j'ai vu quelques ONG, j'ai vu notamment Médecins sans frontières, j'ai vu aussi quelques ONG danoises, hollandaises, allemandes, mais aussi des personnes privées qui sont venues de leur propre chef venir aider. Mais tout ça est très compliqué parce qu'il n'y a pas d'aide européenne, il n'y a pas de plan. Moi-même, de mon côté, grâce à l'American Jewish Committee et la communauté juive de Grèce, nous faisons de notre mieux pour pouvoir aider. Notre aide, elle est tripartite. La première, elle est médicale avec des médecins qui apportent les premiers secours aux personnes qui arrivent sur la côte. La deuxième est psychologique et enfin la troisième, on essaye d'apporter de la nourriture et quelques éléments sanitaires tels que des couches pour enfants notamment. De ce que vous voyez, de quoi ont le plus besoin les migrants ? Écoutez, bien évidemment de la nourriture, bien évidemment des besoins en termes d'hygiène parce qu'il ne faut pas que ça devienne une crise sanitaire, mais je pense aussi qu'ils ont besoin d'un suivi médical, surtout pour les enfants, parce qu'il y a de la malnutrition, les conditions d'hygiène ne sont pas du tout optimales. Et après, je dirais aussi qu'il faut un soutien psychologique. Ce sont des êtres humains qui ont été totalement déshumanisés. Ils ont besoin de recréer ce lien avec notamment les Européens pour qu'ils aient confiance. Mais tant que leur futur n'est pas du tout fixé, c'est très compliqué.
Et il y a une polémique autour de la nature de ces migrants, si ce sont des réfugiés ou des migrants économiques. Pour quelles raisons ont-ils fui leur pays? Écoutez, d'après ce que je peux entendre et lorsque je parle avec quelques-uns qui parlent anglais, premièrement, bien sûr, il fuit Bachar al-Assad pour les Syriens, qui n'a pas hésité notamment à utiliser des armes chimiques contre eux. Daesh, bien sûr, par peur d'être tué, violé, réduit en esclavage sexuel. Mais aussi des régimes totalitaires tels qu'il peut y avoir en Afrique, notamment à cause de Boko Haram, mais aussi bien évidemment une migration économique. Il est certain qu'ils viennent pour la plupart aussi pour cette raison-là. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci Julien, à bientôt. Et c'est la fin de cette émission consacrée à la 70e Assemblée Générale de l'ONU. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une émission spéciale consacrée à la situation en Syrie, à la fois d'un point de vue humanitaire, stratégique et à la frontière nord d'Israël. Ce sera dimanche prochain sur i24 News. Passez une excellente semaine.